Premières images des caméras corporelles récemment publiées montrant l'intervention de la police au domicile de l'acteur Gene Hackman. John Hackman était un géant, un acteur vraiment exceptionnel. Il a captivé le public avec 80 films à son actif. De nouveaux détails concernant l'enquête sur la mort de l'acteur Gene Hackman, notamment une vidéo récemment publiée, sont désormais disponibles. Tout a basculé le jour où le FBI a ouvert le tunnel secret de Gene Hackman. Non seulement l'enquête, mais aussi tout ce qu'il croyait savoir sur l'identité de Gene Hackman, sur ce qu'il cachait activement et sur les raisons exactes pour lesquelles il avait passé les dernières décennies de sa vie reclus dans un complexe fortifié, fonctionnant comme une installation gouvernementale classifiée. Lorsque les agents fédéraux ont finalement forcé les portes de ce tunnel le 26 février 2025, c'est la vidéo, récemment rendue publique, de la caméra corporelle montrant les policiers arrivant au domicile de Gene Hackman et de sa femme à Santa Fe qui les a informés de leur décès. Ils s'attendaient à une tragédie silencieuse à l'intérieur. Ils découvrirent à la place une bibliothèque privée dotée d'un mécanisme caché intégré au mur, un étroit passage de pierre descendant à pic sur 12 mètres dans l'obscurité et une chambre souterraine scellée au fond, à laquelle aucun membre de l'équipe fédérale n'était préparé. L'air qui montait d'en bas avait un goût de rouille, de vieux fer et d'une substance bien plus ancienne encore, tapie sous les deux. Un agent contacta son équipe par radio, puis il descendit seul. Personne n'est jamais remonté de ce même escalier. La brèche. Avant le 26 février, Gene Hackman était un acteur à la retraite qui avait choisi le silence. Après cela, tout ce que les enquêteurs pensaient savoir de ce silence s'est effondré. Un convoi de véhicules fédéraux s'est arrêté devant des grilles en acier renforcé, dissimulées au cœur de la forêt près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Derrière ces grilles se trouvait une propriété de 4 millions de dollars, le domaine privé de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa. On était sans nouvelles d'eux depuis des jours. Aucun appel ne répondait, aucun membre du personnel ne se présentait au travail. Lorsque nous avons récupéré les données des téléphones portables, il a été établi que Mademoiselle Hackman avait passé un appel téléphonique le 12 février. Ce n'est ni la famille, ni un ami proche qui a donné l'alerte, mais un homme à tout faire qui a déclaré aux policiers qu'il pensait que le couple était décédé à l'intérieur. Il a fallu forcer le portail et couper les serrures. Les corps ont été retrouvés dans la maison, ainsi que leur chien. Betsy était décédée environ une semaine avant Jane. La cause de son décès: une grave infection virale. Quant à Jean, il est décédé d'une insuffisance cardiaque de cause naturelle. L'affaire est classée. Il est anormal de trouver 2 personnes décédées dans une même habitation. C'est inquiétant. De plus, un chien qui se trouvait dans un chenil a également été retrouvé mort. Mais voilà le hic. Betsy est décédée une semaine entière avant Jeanne, 7 jours. Gan Hackman, âgé de 95 ans, est resté seul dans cette maison avec le corps de sa femme pendant près d'une semaine. L'alarme était toujours activée, les caméras intérieures désactivées manuellement. Il est resté silencieux pendant 7 jours dans une maison où vivait un être cher décédé. Ce n'est pas du deuil. C'est la décision d'un homme qui savait que dès que des étrangers franchiraient cette porte, il découvrirait ce qu'il avait passé sa vie à dissimuler. Le bureau du shérif de Santa Fe a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel et, dans le même communiqué, a admis que la scène nécessitait une fouille médico-légale complète de la propriété. Équipes fédérales, imagerie thermique, experts médico-légaux. Ces 2 éléments ne devraient pas figurer dans le même communiqué de presse. Et c'est précisément cette contradiction, tapie dans un document officiel, qui révèle toute la vérité. Il a désactivé les caméras avant de mourir. Demandez-vous pourquoi un homme mourant, seul dans une propriété hermétique, passerait ses dernières heures à s'assurer que personne ne puisse voir ce qui était enregistré entre ses murs. La réponse à cette question est celle qui guide toute l'enquête depuis le début, la forteresse. Ce qui a changé lorsque les agents sont entrés dans la propriété, ce n'est pas seulement l'enquête. C'était le portrait complet de Gene Hackman. La propriété n'était pas une maison, mais une installation. Une forêt dense l'entourait,
De hauts murs de pierre en formaient le périmètre. Des détecteurs de mouvement étaient installés à chaque point d'accès. Des caméras thermiques complétaient le dispositif. Une surveillance digne des prisons secrètes gouvernementales. Le personnel était trié sur le volet, rigoureusement sélectionné et lié par des accords juridiques si stricts qu'aucun d'entre eux n'a jamais parlé publiquement de la vie entre ces murs. Imaginez un peu, des décennies d'employés, de jardiniers, de femmes de ménage, d'agents d'entretien, et pas la moindre fuite. À l'ère des réseaux sociaux, un tel silence n'est pas le fruit du hasard. Il est imposé. Les journalistes locaux qui ont tenté d'enquêter sur l'histoire de la propriété se sont heurtés à un mur à chaque fois. Les permis de construire étaient expurgés. Les registres fonciers présentaient des lacunes inexplicables. Une chercheuse de la Société historique de Santa Fe a passé des mois à consulter les archives du domaine, puis a tout simplement abandonné. Elle a cessé de répondre aux appels et n'a jamais rien publié. Personne ne sait ce qu'elle a découvert ni qui lui a ordonné d'arrêter. Et tenez-vous bien, franchissez ces portes et l'intérieur est tout simplement stupéfiant. Des couloirs ornés de chefs-d'œuvre originaux, des meubles datant de plusieurs siècles, des pièces ayant appartenu à la royauté européenne, des lustres dont la légende raconte qu'ils ornaient les salles d'anciens palais, des jardins regorgeant de spécimens botaniques si rares qu'on ne les trouve que dans moins d'une douzaine d'endroits sur Terre. Voici ce dont personne ne parle. Cette combinaison, une sécurité digne d'une forteresse enveloppant une beauté digne d'un musée, ne correspond pas au profil d'un homme en quête de tranquillité. C'est le profil d'un homme protégeant quelque chose de précis. Docteur Elena Vasquez, historienne de l'architecture à l'Université du Nouveau-Mexique, qui a participé à l'évaluation de la propriété, se tenait dans ses couloirs et l'a dit sans ambages. J'ai documenté des propriétés dans tout le sud-ouest. Celle-ci a été conçue comme un musée construit à l'intérieur d'une enceinte militaire. La beauté était réelle, mais les mesures de protection l'étaient tout autant. Une telle combinaison n'arrive que si quelqu'un cherche à protéger quelque chose de précis. Elle marqua une pause après avoir parlé. Elle est ensuite sortie de la pièce et a demandé à ce que l'interview soit terminée. Depuis, elle ne fait aucun commentaire sur l'affaire. Les images de la caméra corporelle montrent les adjoints du shérif parcourant la maison après la découverte. Le silence qui s'ensuit est immédiat et pesant. Mais ce qui a troublé les enquêteurs, ce n'était pas le silence en lui-même, mais ce qu'il dissimulait. Des meubles traînés sur le parquet, des livres arrachés des étagères et mal rangés, un bocal resté dans un tiroir, un coffre-fort ouvert et vide dans une chambre. Quelqu'un avait parcouru cette maison très récemment, à la recherche de quelque chose ou pour le cacher. Et d'après la chronologie des événements, cette personne n'était autre que Gene Hackman lui-même. Puis les agents sont entrés dans la bibliothèque et l'affaire a cessé d'être une simple affaire de mort. Ce que le FBI a découvert derrière ce mur est resté sous scellés fédéraux pendant des mois. Des enquêteurs forts de 20 ans d'expérience se sont tus. Si vous voulez être là quand la vérité éclatera, abonnez-vous dès maintenant, car quoi qu'il y ait derrière cette porte, nous irons jusqu'au bout. La descente aux enfers. Ce qui a changé lorsque les agents ont découvert le mécanisme dans le mur de la bibliothèque, ce n'est pas seulement l'ampleur de l'enquête. C'était inhérent à la situation. Derrière un pan de mur, si parfaitement dissimulé, on pouvait se tenir 1000 fois dans cette pièce sans jamais s'en apercevoir. Des agents fédéraux découvrirent un point d'entrée dissimulé nécessitant une séquence d'activation spécifique. Ni une bibliothèque à charnière, ni un loquet derrière un tableau. Ce passage était conçu pour être invisible à quiconque ignorait son existence. Derrière, des marches de pierre plongeaient dans l'obscurité la plus totale. Aucune lumière, aucune ventilation perceptible, juste un gouffre de pierre sculptée s'enfonçant à pic dans la terre. Les agents s'y engouffrèrent. La température chuta à chaque marche. L'air s'épaissit, humide, métallique, avec un goût de rouille et une odeur de plus ancien encore. La condensation s'accrochait aux parois.
Et c'est alors que les inscriptions commencèrent à apparaître. Ni graffiti, ni décoration. Des inscriptions précises, gravées à l'aide d'outils, avec une intention manifeste. Certaines ressemblaient à des notations alchimiques, d'autres à des plans techniques, des schémas d'appareils qui n'auraient pas dû exister à l'époque de la construction de ce tunnel. Des engrenages, des chambres, des conduits agencés selon des configurations qu'un technicien médico-légal décrivit plus tard comme une ingénierie venue de nulle part. Et voici le hic. La construction elle-même racontait une histoire dans l'histoire. Près de l'entrée de la bibliothèque, la maçonnerie datait du milieu du 20e siècle. Des coupes nettes, des matériaux industriels, des armatures en béton coulé. Mais plus il descendait, plus les parois devenaient rugueuses. Jointes taillées à la main, renforcements rudimentaires, marque d'outils compatibles avec une pioche et un burin. Marcus Devlin, ingénieur en structure ayant examiné des photographies du passage qui avaient fuité, estima que les sections les plus profondes pourraient avoir plus de 100 ans, voire beaucoup plus. « Ce n'est pas le propriétaire qui l'a construit », déclara Devlin en déposant délicatement la photographie. La partie supérieure a été rénovée, modernisée, renforcée, mais le cœur de ce tunnel était déjà là. Hackman s'y est installé, il en a hérité. Il resta longtemps silencieux. Retenez bien cela, car cela change tout ce qui suit. Gene Hackman n'a pas construit de tunnel secret sous sa bibliothèque. Il a acheté une propriété qui en possédait déjà un. Il passa ensuite des décennies à la selle, à l'entretenir, à la relier directement à la maison principale par un câble et à s'assurer absolument que personne, ni employé, ni journaliste, ni voisin, ni inspecteur du bâtiment, ne puisse jamais s'en approcher suffisamment pour la découvrir. Il ne s'agit pas d'un reclus excentrique se cachant de la presse. Il s'agit d'un homme qui possédait activement et délibérément quelque chose qu'il jugeait digne d'être protégé au péril de sa vie. Puis, l'escalier s'est aplani et les agents ont trouvé la chambre. La chambre. Ce qui a changé lorsque les lampes torches ont balayé la pièce souterraine, c'est l'ampleur de tout, non pas une cachette, des archives, un vaste espace souterrain figé dans le temps. De vieilles caisses en bois étaient empilées contre les murs. Certaines, rongées par le temps, s'étaient effondrées, déversant leur contenu sur le sol de pierre. Des documents jaunis, des objets métalliques rouillés, des artefacts dont l'origine et l'époque restaient indéterminées. L'odeur les frappa d'abord. Pas seulement l'odeur de pierre humide et de vieux bois. Une odeur chimique, comme si quelque chose était conservé. Un technicien compara l'endroit à une réserve d'archives de musée, de celles où des matériaux irremplaçables sont conservés à température et hygrométrie contrôlée pour une préservation à long terme. Quel que soit le but de cette chambre, elle avait été conçue pour le conserver très longtemps. Et tenez-vous bien, un agent souleva le couvercle d'une boîte poussiéreuse et y découvrit des photographies fragiles, aux bords gondolés, où les visages restaient vides. La pièce était connue, les personnages vêtus de vêtements d'un siècle passé. Certaines images semblaient montrer des réunions clandestines dans des pièces sans fenêtres. D'autres représentaient des lieux, des bâtiments, des espaces souterrains qui ne correspondaient à aucun site répertorié. Sur une photographie, un groupe d'hommes se tenait autour d'une table recouverte de cartes. Leurs visages étaient tendus. Une simple ampoule au plafond projetait des ombres dures sur leurs visages. Au dos, quelqu'un avait écrit une date, 1937, et un seul mot dans une langue inconnue. L'analyste qui l'a examiné a pu identifier des dossiers reliés en cuir à côté des photographies, dates codées, noms caviardés, passages décrivant des événements qui semblent avoir été délibérément effacés des archives officielles. Certaines pages étaient partiellement brûlées. Quelqu'un avait tenté de les détruire, mais avait soit échoué, soit été arrêté. D'autres documents portaient des filigranes et des insignes liés à des organisations officiellement dissoutes depuis des décennies.
Les agents estimaient qu'il faudrait des années pour cataloguer tout le contenu de cette pièce. Restez avec nous, car les photographies, les documents, les caisses, tout cela était troublant. Ce qui attendait au fond de la pièce était tout autre chose. Au plus profond du mur du fond, au-delà des caisses et des dossiers éparpillés, les faisceaux de la lampe torche l'ont révélé. Une porte en fer encastrée dans la pierre. Aucune poignée à l'extérieur, aucune charnière visible, juste une surface d'acier corrodée avec des traces de soudure le long de chaque joint, scellé de l'intérieur par quelqu'un qui n'en est jamais ressorti. Le mécanisme n'était pas conçu pour empêcher les gens d'entrer. Il était conçu pour retenir quelque chose, la porte qui ne s'ouvre pas. Ce qui a changé lorsque le FBI a vu cette porte, ce n'était pas seulement l'enquête elle-même, mais aussi le niveau des personnes qui la dirigeaient désormais. Le sol de la pièce n'était pas simplement de pierres poussiéreuses. Il était orné de motifs circulaires, de dessins complexes et précis qui, vus du ciel, ressemblaient à des cartes célestes. Des cartes stellaires gravées dans le sol avec une précision exigeant des connaissances mathématiques poussées. Constellations, positions planétaires, orbites. Celui qui a gravé ces inscriptions les a destinées à quelqu'un qui viendrait plus tard et saurait les déchiffrer. Voici ce dont personne ne parle. Les outils retrouvés dans les caisses étaient tout aussi incohérents. Des gravures ne correspondaient à aucun fabricant ni à aucune période connue. Des mécanismes internes d'une telle précision auraient nécessité des technologies de fabrication qui n'existaient pas à l'époque où ce tunnel était censé être construit. Un dispositif, un cylindre métallique de la taille d'une paume de main avec des anneaux internes rotatifs, semblait dépourvu de jointure, de méthode d'assemblage visible, comme coulé d'une seule pièce. Les techniques métallurgiques actuelles ne permettent toujours pas de reproduire cela de manière fiable à grande échelle. Le FBI n'a absolument rien dit publiquement sur ce qui se trouve derrière cette porte. Aucun commentaire officiel, aucune conférence de presse, pas la moindre fuite à un journaliste de confiance. À une époque où des documents classifiés se retrouvent sur des serveurs de jeux vidéo et où des images de vidéosurveillance deviennent virales en quelques heures, un tel silence laisse supposer une censure active de la direction. Le docteur James Whitfield a passé 19 ans comme analyste médico-légal au FBI, traitant des preuves classifiées avant de prendre sa retraite. Lorsqu'il a examiné les détails publics de cette affaire, il est resté silencieux un long moment avant de prendre la parole. Quand une agence devient aussi silencieuse aussi rapidement, cela signifie deux choses. Soit ils n'ont rien trouvé et ils sont gênés, soit ils ont découvert quelque chose de si important que la question de la divulgation dépasse désormais le cadre de l'équipe d'enquête. J'ai vu les deux. Il regarda l'intervieweur. Cela ne ressemble pas à de la gêne. On lui demanda quelle pourrait être la troisième possibilité. Il répondit qu'il n'y en avait pas. Gene Hackman collectionnait-il des artefacts impossibles, gardant des connaissances que quelqu'un avait décidé de ne jamais révéler? Ou avait-il hérité de ce monde souterrain et le fardeau lui était-il simplement revenu? Que se cache-t-il sous la mesa? Ce qui a changé lorsque les enquêteurs ont cartographié l'emplacement du tunnel, ce n'est pas seulement l'ampleur de l'affaire. C'est la question de savoir qui l'avait construit et pourquoi il était encore là. Le sous-sol de Santa Fe n'est pas seulement composé de galeries d'art et de couchers de soleil désertiques. Los Alamos, berceau de la bombe atomique, se trouve à proximité. Le projet Manhattan, les essais nucléaires, la recherche sur les armes financées par des fonds secrets, tout cela à quelques minutes en voiture de chez Hackman. Les habitants décrivent des couloirs souterrains et des bunkers creusés dans la mesa depuis des décennies. Des demandes d'accès à l'information confirment l'ampleur des travaux de construction souterraine dans cette région pendant la guerre froide. L'ampleur exacte reste confidentielle. Richard Payne, ancien consultant du département de l'énergie ayant réalisé des évaluations d'installations dans le nord du Nouveau-Mexique dans les années 1990, l'a confirmé. Sous ces mesures, il existe des systèmes conçus pour durer bien au-delà de la surface. Certains ont été mis hors service, d'autres scellés,
et d'autres encore tout simplement oubliés, déconnectés de tous les registres officiels. Il a passé 20 minutes avec le journaliste, puis a déclaré en avoir assez dit. Il a demandé que son adresse actuelle ne soit pas publiée et sa requête a été respectée. Voilà le hic. La porte en fer au bout du tunnel de Hackman n'était pas décorative. L'acier était de qualité militaire. L'espacement des rivets correspondait aux techniques de construction utilisées dans les installations gouvernementales de haute sécurité des années 1950. On ne construit pas une cave à vin comme un coffre-fort de banque. Et si cette porte était l'entrée scellée d'une branche oubliée d'un vaste réseau gouvernemental classifié, cela change complètement la donne. Et tenez-vous bien, les voisins entendaient quelque chose depuis des années. Margaret Calloway a possédé la propriété voisine pendant 22 ans. Elle se souvient des bruits, des vibrations à basse fréquence vers 2 ou 3 heures du matin. Ce n'était ni de la plomberie, ni du chauffage, quelque chose d'industriel, de profond. On le sentait dans les côtes, a-t-elle dit. Elle en a parlé à Hackman une fois de l'autre côté de la limite de propriété. Il lui a lancé un regard qu'elle n'oublie pas et a dit « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser sous terre. » À l'époque, elle en a ri. Elle n'en rit plus. Un géologue à la retraite nommé Frank Delqua, qui vivait 2 propriétés plus à l'est, a confirmé indépendamment les vibrations. Il a installé un sismomètre portable un été et a analysé les relevés pendant des semaines. Ils ne correspondaient à aucun rythme naturel, mécanique ou autre. Quelque chose fonctionnait là-dessous, selon un horaire précis. Il a déposé une plainte pour nuisance sonore auprès du comté en 2019. Il n'a jamais eu de réponse. Il possède toujours les données du sismomètre. Personne n'a demandé à les voir. Quand il a entendu parler du tunnel, il a dit qu'il n'était pas surpris. Il a dit qu'il était soulagé. « Je croyais devenir fou », confia-t-il à un journaliste local. Il s'avère que la Terre recelait des secrets bien plus précieux que les miens. Lors de travaux de rénovation qui mirent au jour l'entrée du tunnel, les ouvriers découvrirent un système de communication secondaire câblé directement dans les murs de la propriété. Il ne s'agissait ni d'une ligne téléphonique, ni d'un câble Internet. Un système en circuit fermé reliait la maison principale directement à la chambre souterraine. Un câblage antérieur aux télécommunications modernes de plusieurs décennies, mais fonctionnel, entretenu, opérationnel. Une ligne fantôme fonctionnant sur une fréquence impossible à surveiller ou à intercepter de l'extérieur, qui se trouvait à l'autre bout du fil, dans ce silence. Ce qui a changé lorsque les enquêteurs ont reconstitué la dernière semaine, c'est la révélation la plus sombre de toutes. Non pas ce qui a été trouvé sous terre, mais ce qui s'est passé à la surface. La version officielle est que Gene Hackman est mort d'une insuffisance cardiaque à 95 ans. Plausible en théorie, mais cela n'explique pas pourquoi un couple ayant accès aux meilleurs soins médicaux au monde s'est complètement isolé durant ces derniers jours. Aucun appel aux médecins, aucun contact d'urgence, aucun personnel soignant, les caméras de surveillance désactivées manuellement. Voici ce dont personne ne parle. L'infection virale de Betts progressait depuis des jours avant de lui être fatale. Son état était visiblement grave, et pourtant, aucun appel n'a été passé, aucune ambulance n'a été appelée, aucun voisin n'a été interpellé. Pour un couple de leur niveau de vie, c'est presque incompréhensible, à moins qu'appeler à l'aide n'ait eu des conséquences plus graves que la mort, à moins que ce qui est arrivé avec les ambulanciers ne soit précisément ce qu'ils avaient passé des décennies à éviter. Réfléchissez à ce que cette décision impliquait réellement. Voir un être cher dépérir jour après jour et faire le choix conscient de ne pas composer le numéro d'urgence. Non pas par indifférence, mais parce que quelque chose d'autre vous préoccupe davantage. Quelque chose à 12 mètres sous terre, quelque chose qui ne pourrait survivre à l'arrivée d'étrangers. L'entrée du tunnel dans la bibliothèque n'était pas scellée
lorsque les agents l'ont découverte. Le mécanisme caché avait été activé récemment. Gene Hackman, un homme d'une 80aine d'années, s'était retiré dans ce couloir glacial peu avant sa mort. Pourquoi? Que cherchait-il à vérifier? Qu'est-ce qui, craignait-il, avait changé? Ou se cachait-il de quelque chose qui, il le savait, l'avait finalement rattrapé? L'homme derrière les murs. Ce qui change lorsqu'on compare tout ce qui précède à l'homme qu'était réellement Gene Hackman au quotidien est le changement le plus troublant, car les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas tant qu'elles ne s'assemblent pas. Avant la forteresse, avant le silence, les accords légaux et la disparition progressive du personnel, il était l'une des personnalités les plus chaleureuses du cinéma américain. Son coiffeur à Santa Fe a confié à un journaliste local que Hackman venait toutes les 2 ou 3 semaines, s'asseyait dans le même fauteuil, parlait d'Hemingway et du climat du Kansas. Il laissait un pourboire double. Il se souvenait du nom des enfants des gens. Au marché, les vendeurs le reconnaissaient au premier coup d'œil. Il achetait des piments verts en grande quantité et plaisantait sur son espagnol approximatif. Ce n'était pas un homme qui avait choisi l'isolement par aversion pour les gens. Il l'avait choisi parce qu'il sentait qu'il le devait. Et sachant ce qui se cachait sous sa maison, ce choix prend désormais une dimension nouvelle. Chaque mur, chaque caméra, chaque contrat signé par son personnel, rédigé avec soin. Rien de tout cela n'avait pour but de protéger la vie privée d'une célébrité. Il s'agissait de protéger un secret précis d'une découverte précise. La maison n'a jamais été l'enjeu. Le tunnel, lui, l'était, et, tenez-vous bien, il venait des Français. Lien avec ennemis d'État. Hackman a passé sa carrière à incarner des hommes pris au piège de conspirations dont ils ne pouvaient s'échapper. Des hommes qui en savaient trop, qui portaient un lourd fardeau, incapables de tourner le dos à ce qu'ils avaient vu. Popeye Doyle, un détective qui met une ville sens dessus-dessous pour atteindre une vérité que personne ne veut qu'il découvre. Harry Cole, dans La Conversation, un expert en surveillance qui entend quelque chose qu'il n'aurait jamais dû entendre et qui passe le reste du film à être hanté par les conséquences. Et un ennemi de l'État, un homme vivant en marge de la société, entouré de murs d'écran, convaincu que ce qu'il sait le rend dangereusement dangereux. Paranoïaque, certes, mais pas à tort. Pour un acteur, ce ne sont pas simplement des rôles. Pour un homme vivant à 12 mètres au-dessus d'une porte en fer scellée dans le désert du Nouveau-Mexique, ces déclarations sonnent comme des aveux. Et plus on avance dans cette histoire, plus il devient difficile de croire à une simple coïncidence. Le fait est que sa dernière apparition médiatique majeure remonte à 2004, soit 20 ans de retrait. Sa santé l'exigeait. La chaleur humaine, elle, ne l'a jamais quitté. Le coiffeur, le marché, les piments verts. Mais elle coexistait avec une hypervigilance devenue de plus en plus difficile à ignorer avec l'âge. Il a cessé de voyager, d'apparaître publiquement, de parler. Quelque chose a changé en lui il y a longtemps, et cela n'a pas trouvé d'explication publique. Les équipes médico-légales du FBI sont toujours sur place. Linguistes, métallurgistes, historiens du génie pré-industriel, astronomes étudiant les cartes stellaires, à même le sol de la chambre. Si ces indices mènent à des noms précis et à des organisations encore en activité, cette affaire prendra une ampleur imprévisible, bien plus qu'une simple note de bas de page historique. Il s'agit d'un renseignement actif, d'éléments encore suffisamment sensibles aujourd'hui, en 2025, pour nécessiter le plein déploiement des forces fédérales. Et les autorités ne disent pas un mot. Normalement, il y aurait des fuites. Là, rien. Le confinement autour de ce tunnel est plus strict que celui autour des lieux des décès eux-mêmes, ce qui signifie que ce qui se trouve là-dessous est actuellement d'une importance opérationnelle capitale. Quelqu'un a décidé que son contenu exigeait encore un confinement total. Pas en 1950. Aujourd'hui, sous la surface, sous les demeures des puissants, sous les forêts, les montagnes et les villes tranquilles que nous croyons connaître, se cachent des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Gene Hackman en a gardé une pendant des décennies. Les murs, les caméras,
les accords légaux, le silence, l'isolement total. Tout était conçu pour que personne ne découvre jamais ce qui se cachait dessous. Il a porté ce fardeau du sommet de sa carrière jusqu'à ses derniers jours. Puis, une dernière fois, seul, il est descendu dans ce tunnel, très âgé, pour vérifier ce qu'il n'avait jamais cessé de protéger. Songez à ce que cela signifie. Un homme qui a remporté 2 Oscars, qui illuminait chaque pièce où il entrait, d'une chaleur si authentique qu'un coiffeur et un vendeur du marché parlent encore de lui avec une réelle affection des années plus tard. Cet homme a passé le dernier chapitre de sa vie dans une propriété isolée, sous le regard des caméras. Non pas parce qu'il était brisé, mais parce qu'il avait compris quelque chose au bas de ces escaliers qui donnait un sens à chaque sacrifice, chaque mur justifié, chaque silence mérité. Et maintenant, il n'est plus là. La dernière personne à connaître chaque couloir de ce tunnel, chaque caisse dans cette chambre, chaque inscription sur ces murs, et tout ce qui était scellé derrière cette barrière de fer, 12 mètres sous sa bibliothèque, n'est plus là pour le protéger, ni pour avertir qui que ce soit. La question n'est pas de savoir si le FBI sait ce qui se trouve là-dessous. Oui, c'est le cas. Ils sont sur place depuis des mois, avec des linguistes spécialistes des écritures disparues, des ingénieurs en archéologie de défense classifiée, des historiens dont la carrière s'est déroulée dans des salles où les documents qu'ils manipulent ne sont jamais censés être exposés au grand jour. On ne réunit pas une telle équipe par simple curiosité. On la réunit pour une crise. Et le silence qui entoure leur découverte, maintenu à tous les niveaux, sans fuite, sans explication, sans briefing, sans source anonyme, témoigne de la gravité de cette crise. La seule question qui compte désormais est la suivante. Qu'est-ce qui peut être si dangereux, si déstabilisant, pour qu'une agence prête à informer la presse sur presque n'importe quoi choisisse le silence total? Pas une divulgation partielle, pas une déclaration vague, un silence complet maintenu pendant des mois, tout au long d'une enquête fédérale. Hackman était-il le dernier gardien d'un secret enfoui bien avant sa naissance, ou bien son ultime prisonnier, scellé par ses connaissances, ayant consacré 40 ans et toute son énergie à s'assurer que la porte reste à jamais close? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations. À bientôt.